Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Coupe de France de robotique. Nous sommes en direct depuis La Roche-sur-Yon. Nous sommes en direct à la fois sur Twitch cette année tout au long de la journée et pour les séries de matchs ainsi que pour les émissions sur ce plateau sur YouTube. Vous pouvez également retrouver les rediffusions sur la chaîne YouTube et les partager tout autour de vous. Merci d'être avec nous en direct, merci de nous suivre. Nous sommes, du coup il est midi là pour le coup, nous sommes en plein milieu de cette grosse journée, très grosse journée à La Roche-sur-Yon, avec déjà plusieurs séries de matchs ce matin. Donc ce matin on a eu les trois dernières séries du coup pour chacun des concours, les 5e séries de qualification Eurobot, les 5e séries de qualification de la Coupe de France, mais aussi la 3e série de qualification de la Coupe Junior, qui était la dernière série de qualification. Donc là, il ne reste plus que les phases finales. On va pouvoir regarder les scores des équipes. Donc ça, vous pouvez les découvrir sur notre site internet. Les matchs viennent de se terminer. Je pense que ça va arriver dans quelques instants. Et on va bientôt savoir les équipes qui joueront cet après-midi. Sur le plateau, je suis accompagné du coup de Nathan et de Chloé. Alors bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Nathan et Chloé, vous êtes vous faites partie d'Exotech. Exotech qui est un de nos partenaires depuis quelques années maintenant à la Coupe de robotique. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites chez Exotech? Donc, du coup, Exotech, on est une entreprise qui propose des solutions automatisées pour les entrepôts. Donc, on a notre système principal qui est le système Skypod, un système de stockage et de préparation de commandes. Et on a également, au cours des dernières années, on a élargi notre gamme jusqu'à faire aujourd'hui des convoyeurs et également un système logiciel de gestion de ces différentes machines. Ok, vous êtes basé à quel endroit l'entreprise? Donc, on est basé dans le nord, à Lille. Ok, donc vous avez tout le monde qui est à Lille, tous les ingénieurs, les équipes Tout à fait. Aujourd'hui, tous nos bureaux concernant la France sont basés à Lille, donc y compris la maintenance, les équipes projet, les équipes marketing, mais également notre équipe R&D, également la production qui est basée à Croix. Ok, ouais, la production qui est faite en France, du coup, à Lille aussi. Exactement. On a une chaîne de montage, d'assemblage de robots et qui se trouve dans nos locaux à Lille. Ok, vous avez combien de personnes à peu près pour se rendre compte À Lille même, en fait, on va avoir à peu près entre 400 et 500 personnes aujourd'hui. Et après, on a des nouvelles business units qui se sont créées un peu partout dans le monde. On a développé une première au Japon il y a ça 2 ou 3 ans. Il y en a une qui s'est créée l'année dernière en Allemagne et une autre aux États-Unis. Et du coup, ces business units-là ont lieu de démarcher plus de projets dans différents continents pour continuer l'expansion des systèmes Exotech. Ouais, alors on va en parler justement de cette séparation entre la partie projet et la partie R&D, parce que c'est un peu vos différents métiers justement. Alors qu'est-ce que vous faites comme métier, toi, du coup, Nathan Moi, Nathan, du coup, je suis ingénieur système R&D chez Exotech. Donc, un ingénieur système, ça consiste à être garant de la documentation dans un projet. Moi, je suis intégré maintenant au projet de bras robotique qui fait en fait l'interface entre un bac dans le système robot et un bac qu'on veut préparer des commandes dans le système de transport de colis tout au long du système, un système de convoyage en fait. Et donc je suis la passerelle en fait technique autour d'un projet, juste en dessous du chef de projet. Ok, donc c'est un rôle. C'est quoi du coup concrètement les missions? Parce que par exemple à la coupe, je sais que souvent les équipes se répartissent genre en mécanique, électronique, informatique. Là du coup, est-ce que tu es sur une des compétences spécifiques ou... Alors là, du coup, moi, je suis vraiment au-dessus. Effectivement, dans notre projet et partout dans tous les projets, il y a effectivement ces 3 domaines-là principaux, techniques, que ce soit software, électronique et mécanique. Et moi, je vais être en fait juste au-dessus, juste à côté du chef de projet, à faire la transition entre tout ça, à faire le suivi que toutes les briques, que ce soit logiciel, mécanique et électronique, s'implémentent bien et s'imbriquent bien entre elles. Et du coup, écrire et suivre avec eux toute la documentation technique
auquel doit respecter le projet et qu'est-ce que fait concrètement le projet par rapport à expliquer comment il fonctionne, comment il doit être déployé, comment ce projet-là doit être maintenu sur site. Ouais, alors c'est une partie qui peut être intéressante justement à expliquer, je pense, pour les gens qui nous suivent, qui sont potentiellement des participants à la coupe. Malheureusement, je pense qu'on ne fait pas souvent, pour avoir été participant, toi tu as été participant aussi, hein. Oui, tout à fait. Et alors souvent on ne fait pas beaucoup de documentation sur la coupe, j'aurais tendance à dire. Non, la documentation en fait est peu présente et c'est assez normal et plus référencée sur l'utilisation des systèmes pour d'autres personnes. Ce qui est intéressant par contre dans l'ingénierie système qui est partie de ça, c'est l'ingénierie test. Où, du coup c'est assez important, c'est une part importante et les grosses équipes en font beaucoup de tester très régulièrement les systèmes sur des matchs nominales, sur des différentes options de match et voilà, tester régulièrement pour augmenter leur fiabilité, augmenter augmenter leur taux de réussite dans le match et avoir le maximum de points et être préparé à toutes les gestions des cas d'erreur possibles. Et c'est grâce à ce système-là de test qu'on fait en ingénierie système générique qu'on arrive à obtenir des résultats et d'être performant. Oui, donc quand on voit, je vois à quoi tu fais référence, par exemple les équipes qui vont avoir des opérations manuelles à faire pendant la préparation, ils ont combien de temps? C'est 1 minute 30 ou 3 minutes, je crois, juste avant le match pour préparer le robot? La préparation, il me semble, est 2 minutes. 2 minutes, bon, entre les deux. Et là, du coup, il faut pas improviser à chaque fois, quoi. En fait, Non, c'est ça. Généralement, sur les grosses équipes, il y a une fiche qui est carrée à suivre et il y a telles actions à mettre en place. Et on suit le protocole et normalement ça doit bien se passer si on a après géré tous les cas d'erreur dans le match après. Mais rien qu'au niveau de la préparation déjà, il y a aussi un test de tous les lanceurs doivent être prêts à lancer un robot. Donc ça c'est un des conseils déjà que tu pourrais donner aux équipes qui participent et qui s'inspirent un peu du coup du métier que tu fais, c'est de documenter les différents tests qu'on peut faire pendant cette phase. C'est ça, il y a une grosse partie en fait test en amont qu'on peut faire avec des fiches de test de type. On peut aussi mettre en place des robots adverses potentiellement à certains endroits qui pourraient nous poser des soucis. Quand on a prévu de faire aller à tel endroit, à tel instant du match, poser un robot adverse à tel instant, à tel endroit pour voir comment notre robot réagit. Comme il est totalement autonome pendant les 100 secondes. Et du coup, j'ai regardé la gestion de cas d'erreur, voir si elle est correcte, voir si elle a des failles et augmenter ses performances de gestion de ces cas-là, pas forcément prévues tout le temps. Et après, il y a la partie préparation. Effectivement, on peut s'entraîner avant d'arriver sur la coupe, sur le fait de lancer un robot, voir si on a bien tout checké et avoir une liste déroulante qu'on suit à peu près les yeux fermés et que quasiment n'importe qui dans l'équipe, si elle est assez claire, peut prendre en place ça. C'est ça le but de la documentation, c'est qu'elle doit être normalement accessible à tout type de personnes, même non techniques, et elles doivent juste suivre le manuel et normalement c'est assez compréhensible pour avoir le résultat escompté. Oui, alors c'est intéressant, du coup tu parles de tout type de personnes, c'est-à-dire d'acteurs différents sur le projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu du coup quand tu es passé du monde de la coupe au monde professionnel, que du coup du fait qu'il y a forcément beaucoup plus de gens impliqués dans les projets, est-ce que du coup ça justifie davantage en fait de bien documenter, de bien tester? C'est ça, parce que là on est concentré en fait par petits groupes en coupe sur notre robot, sur notre projet qu'on connaît quasiment tous par cœur, on connaît quasiment toutes les fonctions. Dans le côté entreprise, on va parler à des clients, on va parler à des gens qui font que de la maintenance, on va parler à des gens qui font du déploiement. Donc pour ça, en R&D, quand on crée les produits, nous on connaît nos produits, mais il faut les expliquer aux autres, il faut les former. Et c'est là où la documentation a un rôle majeur dans cette passation en fait, de projet. Ok. Et alors du coup, toi Chloé, c'est quoi ton rôle? Donc moi justement, je suis ingénieur déploiement chez Exotech. Donc tout ce que Nathan et ses équipes en fait conçoivent, moi je les installe chez nos clients. D'où le fait que la documentation en fait que me transmet Nathan est d'autant plus importante puisque pour pouvoir installer un système, on a besoin de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Alors du coup, ça se passe comment un projet comme ça justement? C'est-à-dire qu'il y a vraiment déjà une notion de projet, c'est-à-dire que il va falloir faire une étude avant de déployer le robot chez un client potentiel. Exactement, donc un projet, ça a plusieurs phases. Mon équipe, donc l'équipe déploiement, on arrive une fois que le contrat a été signé, qu'on a trouvé un client et qu'il est intéressé par notre solution. On va ensuite se lancer dans une petite phase d'étude
pour vérifier que le système, on peut bien l'installer correctement dans l'entrepôt du client. Est-ce qu'il respecte bien les différents schémas d'implantation parce que donc, c'est dans les entrepôts, il y a des contraintes bâtiments, de poteaux, etc. Et donc, du coup, on va venir étudier tout ça. Mais il y a également toute la partie paramétrage et on va dire la partie logicielle. On va s'assurer que le client il va pouvoir choisir des paramètres en particulier sur notre système. On va s'assurer que ça répond bien à ses attentes. Et on va rédiger également une nouvelle couche de documents pour être sûr que tout est correct. Et une fois que c'est fait, c'est la fin de notre période d'études. On se lance derrière dans le passage des commandes. Et quelques semaines après, c'est le démarrage du chantier, de l'installation chez le client. Et donc, une fois que cette phase de chantier est terminée, on arrive pour à nouveau tester le système, pour vérifier que tout a été installé correctement, que le système fonctionne comme il faut. Et donc c'est toute la phase de test dont parlait Nathan. Et nous on la met également en pratique sur le site. Pour s'assurer, parce que le système, c'est pas juste notre système Skypod. Des fois, il est plus grand, il s'étend, avec également un système de convoyage, ce qu'on appelle des machines spécifiques, comme des formeuses de carton, etc. On vient s'assurer que l'ensemble du système s'imbrique bien, les pièces s'imbriquent bien les unes avec les autres. Et une fois que tout est OK, on donne le go, c'est le démarrage de la production pour notre client. On lui donne les clés du système. Et on l'accompagne sur cette petite période et derrière, une fois qu'il est content, qu'il est satisfait du système, on le donne à nos équipes de maintenance. Ok, c'est très intéressant en tout cas, merci pour le déroulé complet. Alors du coup c'est un peu à une autre échelle, mais c'est un peu comme à la coupe au final, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un moment des échanges de cahiers des charges au début qui sont un peu comme le règlement de la coupe. Exactement ça. On a également le contrat finalement, c'est notre cahier des charges, c'est qu'est-ce que le client, quel type de système il a choisi. Et donc c'est exactement comme chaque année chaque année pour la coupe de robotique, et nous chaque client, le cahier des charges change. Ouais. Et après du coup, une fois que vous avez travaillé, que vous avez fait l'étude et que vous avez travaillé sur le projet, vous arrivez du coup sur le site pour le chantier. Et là, vous avez des surprises aussi, comme à la coupe. Bien sûr. Tout à fait. Un projet, c'est un peu. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme une montagne russe en fait. Et donc, du coup, il y a des périodes où tout s'imbrique bien et donc, tout va bien. Mais par contre, des fois, il y a toujours des petits aléas qui peuvent arriver. Et donc, c'est exactement comme à la coupe de robotique. C'est des choses qu'on n'a pas prévues, mais c'est là où on arrive et il faut résoudre les problèmes parce que on a le même but final qu'à la coupe, c'est que le système fonctionne et qu'il arrive à tourner. Ok. Et du coup, toi, c'est la première fois que tu viens à la Coupe de France de robotique ? Oui, exactement. C'est ma première année ici parmi vous. Et est-ce que tu as pu te promener un peu dans les stands ? Vous avez un stand du coup qui est juste derrière nous en fait, juste derrière le plateau de la Web TV. Stand d'Exotech, donc n'hésitez pas à passer les voir. Mais est-ce que tu as eu l'occasion d'un peu de te promener, d'aller voir les équipes ? Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé que ça a été très similaire à du déploiement, puisqu'on chacun donc a son petit bureau est venu avec ses outils pour pouvoir justement gérer les aléas, etc. C'est la même chose sur le déploiement. Nous aussi, on a nos outils. On appelle ça des deploy toolbox en fait. Elles sont un peu plus grosses comme caisse à outils, mais c'est la même chose. Et donc dans nos coins à réparer, à installer. Et donc très similaire à ce qui se passe ici. Et notamment, j'ai pu regarder quelques matchs, quelques rencontres. Et très intéressant de voir toutes les différentes technologies qu'ont choisi les participants pour pouvoir accomplir une même mission. Ouais, et il y a eu des choses inspirantes un peu. Des fois, il y en a qui ont des idées assez originales, des trucs qu'on voit pas, et puis ça peut donner des idées. Oui, j'ai trouvé très intéressant. Il y avait un robot, une équipe, je crois que c'était 7 robots qui avaient comme 3, pas une hélice, mais 3 bâtonnets sur lesquels en fait ils ont réussi à
prendre les gâteaux. attraper une pile de gâteaux entière et en fait l'hélice tournait et ensuite ils passaient à la pile suivante et donc ils se sont retrouvés à transporter 3 gâteaux et derrière ils ont pu ensuite réassembler et faire les couches. J'ai trouvé ça assez très optimisé justement au niveau du déplacement du robot et ensuite à l'élaboration du gâteau final. Ça c'est intéressant parce qu'on en parlait en fait hier je crois ou avant-hier dans l'émission sur le règlement. En fait les robots cette année manipulent des objets qui sont assez gros. En fait les gâteaux les composants du gâteau en fait ils ont une taille qui est assez importante et les robots donc dans le règlement ont aussi une taille limite en fait un périmètre maximum qui est défini. Ça j'imagine que c'est un peu les trucs de base qu'on vous donne dans un cahier des charges. On va vous dire, il faut qu'on transporte ça comme objet, mais il ne faut pas que le robot il soit plus gros que ça parce qu'il doit passer il doit passer à tel endroit, quoi. Oui, tout à fait. Nos robots, ils ont des contraintes. En fait, c'est un même robot, donc il a toujours la même dimension, peu importe le site du client. Par contre, le client, en effet, il ne transporte pas le même... On ne va pas nous demander de transporter le même type d'article. Des fois, ça peut être des t-shirts, ça peut être comme des boîtes de conserve ou même des packs d'eau. Donc il y a également, nous, on a des contraintes, c'est surtout des contraintes de poids qui nous sont plutôt limitées chez nous. Et ça, du coup, vous avez des outils, des mécanismes qui existent déjà, en fait, des composants qui existent déjà, que vous allez pouvoir réutiliser pour répondre en fonction des problématiques du client. C'est-à-dire que les équipes pourraient de la même manière capitaliser sur des systèmes de préhension qui sont réutilisables, tu penses ? Oui, alors ça c'est plus lié, justement c'est des contraintes sur lesquelles Nathan travaille avec le bras robotique et le système de préhenseur. Alors du coup Nathan, toi tu as été participant à la coupe, donc oui. Tu peux même nous donner plus le point de vue de la coupe justement en tant que participant. Toi tu as été dans quelle... tu as été dans une équipe du coup j'ai participé pendant 3 ans avec Robozeo, donc une équipe d'Angers. On a gagné l'année dernière. Bon, cette année, il y a eu beaucoup de développement et un peu de retard dans les prévisions du club. Du coup, les résultats sont moins bons qu'attendus. Mais voilà, c'est toujours... c'était toujours une bonne équipe et j'ai été dans des bonnes années aussi, donc c'était super sympa. L'accompagnement aussi qu'on a eu avec le partenariat d'Exotech a aussi aidé à faire évoluer le robot d'un point de vue, en fait, entre vraiment le prototype et le robot industriel, en mettant en place en fait l'avantage d'avoir le partenariat qu'on a eu avec Exotech, qui a cette année aussi Evolutech. C'est à la fois d'aider financièrement à construire les robots pour mettre tous les éléments en place et pour avoir les meilleures chances de réussir. Mais il y a un autre côté aussi accompagnement. Donc il y a un ingénieur dédié chez nous qui suit le club qui est sponsorisé et qui demande une certaine spécification aux équipes pour réfléchir à leur conception initiale quand le règlement tombe. Et ensuite, toute une salve de tests à respecter justement. Est-ce que ton robot avance correctement ? Est-ce qu'il marque des points ? Jusqu'à quel est le point nominal, quelle est la performance nominale ? Et du coup, de mettre en place toute cette phase de test et pour avoir une meilleure chance de réussite le jour de la coupe. Et du coup, est-ce que à l'échelle d'une équipe comme les EO, en fait, qui a été du coup très bien classée, est-ce que en fait vous réutilisez des mécanismes d'une année sur l'autre? Pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que du coup vous réutilisez des choses d'une année sur l'autre? Comment est-ce que vous arrivez à capitaliser sur l'expérience au fil des années? En fait, ça fait un peu la part de toutes les grosses équipes à la Coupe de France de robotique où chaque année les grosses bases sont gardées. Alors parfois il y a des choix de développement qui sont refaits, mais tout le code est jamais repris à zéro. Il y a énormément de bases qui est gardée. Je pense qu'on est autour des 70-80% de base de code qui est déjà gardée sur des actions, notamment au niveau de la propulsion des robots. Les groupes d'actionnaires, d'une année à l'autre, forcément, ils changent les types d'actionneurs, mais les moyens de les contrôler sont généralement les mêmes. Les cartes électroniques changent peu sur les grosses équipes, sauf s'adapter à des cas spécifiques, à des actionneurs spécifiques, mais les grosses cartes de contrôle changent peu. Et après, d'un point de vue mécanique, donc ça change un peu plus d'année en année pour s'adapter au règlement, mais voilà, on garde énormément de bases communes. Et le fait de changer, on prend forcément un risque. Et c'est le cas aussi cette année du coup avec Robozeo, qui ont apporté énormément de changements. Il y a une revue des grandes cartes électroniques, il y a une revue de la base de propulsion des robots.
et forcément les résultats sont moins bons cette année. Ça ne s'explique pas forcément que par ça, mais c'est une part aussi d'explication on prend beaucoup plus de risques, et le fait de capitaliser sur des années d'expérience, sur des anciens du club et de faire des passations d'année en année amène à avoir forcément un bagage technique beaucoup plus important, beaucoup plus évolué, être plus fin techniquement déplaçant dans toute action du match, et du coup avoir des performances meilleures. Ok, donc il faut trouver justement la balance entre reprendre en fait ce qui a été fait l'année dernière. J'imagine que si vous avez pris la décision de refaire des éléments de base du robot, donc comme tu disais, tout ce qui est propulsion, asservissement, etc., si vous avez décidé de retravailler ça, c'est qu'il y avait des raisons quand même. Au final, c'était un investissement sur le long terme. Bien sûr, au niveau des cartes électroniques, tout a été refait cette année parce que pour essayer de gagner en place, on avait une grosse carte électronique, on a essayé de gagner en place. Mais du coup, il y a tout le développement qui a pris du temps, donc qui nous a aussi retardé par rapport à notre planning général. Toute la base de propulsion en fait a été totalement revue aussi. Dans l'idée, on faisait au départ beaucoup de recalage sur les bords du terrain, et l'idée initiale de cette année, c'était réussir à faire un match sans aucun recalage. Donc au niveau de l'autométrie, il fallait être quasi parfait. Et donc on a essayé de mettre ça en place. Les résultats et les performances attendues ne sont pas aussi bonnes qu'espérées, mais du coup ça va dans une optique d'évolution pour être de plus en plus performant dans les années à venir dans ces déplacements-là. Et on prend exemple sur des grosses équipes qui ont des propulsions très, très performantes, notamment VRAC, notamment RCVA, qui ont des systèmes très poussés et très performants pour contrôler les robots et pour être précis sur les différents déplacements des robots. Ouais, et alors c'est un point qui revient tout le temps en fait, cette histoire de toute façon à la fois de propulsion, d'asservissement. J'imagine que bon, c'est vrai à la coupe, c'est vrai aussi pour vous dans votre métier. C'est l'élément principal, et c'est quand même la chose par laquelle il faudrait commencer au final. Parce que souvent quand les équipes reçoivent le règlement, on va avoir le règlement, il va définir ce qui est nouveau dans le règlement, c'est les actions de cette année. Donc on va avoir tendance à se précipiter sur les actions qu'on peut faire, sur ce qu'on va essayer de faire comme pince, comme actionneur pour déplacer les éléments de l'année. Mais en fait, ce qui revient tout le temps, c'est la base quand même, quoi. Et ça, du coup, tu penses qu'avec un peu d'expérience, c'est quelque chose que tu ressens plus, du coup ça permet d'avoir une approche différente du règlement au début de l'année? Complètement, c'est déjà fiabiliser la base du robot, le faire avancer dans certains endroits, réussir à le contrôler et qu'il soit précis dans ses déplacements. Et une fois qu'on a ça, effectivement, apporter des actionneurs pour, à certains endroits, prendre des choses et faire des actions avec en fonction des différents règlements. Ok. Ouais, et toi Chloé, du coup c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de ce que tu as vu, c'est-à-dire qui est en lien avec ton métier, des toolbox là, d'événements. Je me disais que du coup moi j'ai été participant aussi, et on avait des espèces de trucs en bois qu'on avait fabriqués là, qui nous permettaient de ranger nos outils, etc. Et c'était le kit pour partir à la coupe, quoi. On savait que tous les ans on avait ça dans un coin de l'atelier et on chargeait tout notre matériel là-dedans. Ça, t'en as vu sur les stands ou pas? Il y en a... Oui, tout à fait, j'en ai vu quelques-uns et on voit que c'est différent. Alors on retrouve certains mêmes composants, toujours le fer à souder, on le retrouve sur la plupart des stands, mais ils ont en effet, la caisse à outils est différente selon les écoles, selon les groupes. Est-ce que vous avez vu aussi qu'il y a du matériel qui n'est pas forcément lié à la robotique? De quoi faire de la musique, de quoi se reposer, voilà, ça sur les stands, on a vu aussi. Certains ont également travaillé sur la méthode pour décharger et charger les voitures et amener justement tout le matériel à leur stand, en faisant des planches à roulettes automatisées ou pilotées en tout cas, pour pouvoir transporter plus facilement dans le centre d'exposition leur matériel. Ouais, ça c'est vraiment de l'organisation. Au top. Ouais, et puis donc les équipes elles sont là. C'est ça aussi qui est quand même intéressant sur la coupe, c'est qu'on va être là pendant au final 2-3 jours. Donc c'est au final très court, hein. J'imagine que vous avez l'habitude de travailler sur des projets un peu plus longs. C'est ça, nous on parle plutôt plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est plutôt la durée de nos projets à nous. Donc c'est important d'avoir une bonne équipe. Je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi ici à la Coupe de Robotique, c'est que les équipes sont très soudées. Il y a l'air d'avoir vraiment une bonne ambiance
au sein des équipes. Et donc c'est la même chose sur un projet de déploiement, puisque c'est des personnes avec qui on va travailler au quotidien pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Après, que ce soit pour les équipes de déploiement ou pour les équipes sur la coupe de robotique, il y a toute une partie aussi logistique de préparation à la coupe, de gestion de tout ce qu'il faut amener, tout ce qu'il faut préparer sur place, gestion des récupérer les repas, organisation des séquences de match, etc., qui est à gérer comme une équipe de déploiement peut le faire sur un site, avec ces différentes phases où il faut calibrer l'arrivée des robots, des systèmes, préparer les outils qui vont bien, préparer les gens pour installer les systèmes. Et il y a toute cette partie logistique-là qui est cohérente aussi et qui est transposable d'un point de vue coupe et au niveau industriel. Ouais, ça c'est vraiment un métier à part entière, de toute façon dans beaucoup de métiers, c'est pas que dans la robotique. Mais c'est vrai que même au sein des équipes, moi je me souviens que dans l'assaut on avait des gens qui venaient nous voir et qui disaient ouais, je suis pas du tout technique, mais est-ce que je peux vous aider sur d'autres trucs Puis moi j'étais genre ouais, carrément. c'est assez concret, mais il y a des trucs à prévoir et parfois c'est bien d'avoir des gens qui ont réfléchi un peu à comment organiser les trucs en parallèle de comment il va falloir faire le robot, quoi. C'est ça, parce que sans ces gens-là, certes on est technique, mais toute l'organisation qui va se mettre en place parfois pêche s'il y a trop de personnes juste techniques et pas assez côté organisation et prise en main et préparation de l'événement. Effectivement, parfois c'est compliqué au niveau gestion, on est en retard, on n'a pas prévu un truc, on a oublié des outils, il y a des caisses et outils qu'on a oubliés qui ne sont pas prêtes. Et ces choses-là en fait sont évitées grâce à de l'organisation en amont et grâce à d'autres personnes qui font cette préparation logistique-là et pour éviter d'avoir tout problème le jour J sur la coupe au moment du match. Ok, ça nous fait beaucoup de points communs en tout cas entre ce que vous faites, à une autre échelle, hein, et puis tout ce qu'il peut y avoir sur la coupe. Vous avez beaucoup de gens du coup au final qui ont fait la coupe, qui sont chez Exotech. Il y en a quelques-uns, ouais. Alors déjà, par défaut en fait, nos deux cofondateurs de l'entreprise ont participé à la Coupe de France. Donc ils ont toujours eu cette vocation robotique et cette passion robotique et qu'ils ont appliqué en industrie. Mais je pense qu'on est au moins une bonne dizaine d'Exotech à avoir déjà participé ou fait la Coupe de France de robotique. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre que vous souhaitez ajouter pour terminer? Des conseils aux équipes pour tenir sur les quelques matchs qui restent? Continuer à bien communiquer entre eux également. La communication, c'est la clé. Et on leur souhaite surtout bonne chance pour ces dernières épreuves. Super. Merci beaucoup. Merci du coup d'être passé sur le plateau pour présenter. J'en ai pas parlé, mais il y avait une petite vidéo à un moment qui passait où on voit effectivement des robots Exotech se déplacer. Donc je pense que les gens ont pu bien la voir pour vraiment réaliser de quoi il s'agit. Et du coup, si vous êtes à La Roche-sur-Yon, n'hésitez pas à passer sur le stand d'Exotech qui est juste à côté du plateau de la Web TV. C'est aussi près de la buvette, hein. Ça c'est un point de repère que les gens connaissent bien. Du coup, merci Chloé et merci Nathan. Merci pour ces petites infos internes et pour ces petits conseils pour les équipes. Du coup, nous on va terminer cette émission ici. Et puis on va continuer dans pas très longtemps au final, puisque les matchs vont reprendre dans une grosse demi-heure pour la suite des matchs. Et on va du coup avoir les 8e de finale qui vont commencer pour la Coupe de France de robotique, la Coupe de France de robotique junior et Eurobot. On a 3 concours en direct à suivre. Donc merci au public qui était avec nous tout le long. Merci du coup aux gens qui nous ont suivis. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour les émissions sur le plateau. Merci, bon après-midi. Merci à vous. Exotech, une entreprise goods to person qui achemine les produits du point A jusqu'à vous. Nous fabriquons une technologie rapide, élégante et intelligente. Nous remettons la logique
dans la logistique. Vous nous aimerez parce que nous vous aidons à transporter vos produits plus rapidement que vous ne l'auriez jamais cru possible. Vos employés nous aimeront parce que nous leur ferons gagner du temps et de l'énergie. Nous offrons la flexibilité dont vous avez besoin en nous adaptant à votre croissance. Nous contribuons à la création d'un nouveau type d'entrepôt en proposant une solution de gestion des commandes plus intelligente. Exotech,